à tous, bonjour Nathalie. Bonjour Danick, bonjour à tous. Ils sont tous là. Mais écoutez, on était un peu serrés, donc je vais faire la co-présentatrice aujourd'hui. Volontiers. Alors on accueille oui, on va Jean-Claude accueillir. Rode, Voilà. le Progrès social de Basse-Terre. Oui. Notre cher Jean-Claude, deux fois d'affilée, je sens qu'il a quelque chose à nous demander. Marie-France Grejouetna, journaliste pour Nouvelle Semaine, pour France Antilles, indépendante, enfin une femme dynamique. Bonjour Marie-France. Elle vient de Vieux-Habitants. Elle vient de Vieux-Habitants de Saint-François. Elle a un hélicoptère. J'aimerais beaucoup. Ouais. Olivier Lancien, Guadeloupe la première. Merci d'être là. Et notre cher ami Eddy Planté qui nous fait l'honneur en veste de venir pour la deuxième fois. On l'a supplié, mais là ça y est, c'est bon, ça roule. Bonjour. Bonjour. Jacques Et Jacques Docal. Jacques est là. Jacques est là. C'est pas Bonjour, Jacques Docal, Docal. c'est Jacques est là. Alors aujourd'hui, vous allez être disciplinés. On nous a reproché de tous parler en même temps et de ne pas nous comprendre. D'accord? Oui, c'est vrai. Alors il y aura En tout cas, bonjour à tous. Bonjour à tous. Il y aura une invitée, pas surprise, mais enfin. Voilà, notre invitée est là. Elle va pouvoir entrer. Et vous la connaissez parce qu'en fait, cette invitée, elle est en Guadeloupe parce que l'université de Sacramento fait quelque chose d'extraordinaire, tout à fait inhabituel. Et j'ai tenu à ce que Madame Francis soit là pendant quelques minutes avec nous. Qui est à côté de moi. Oui. Bonjour Gladys. Bonjour, ça Tu va vois, tu as Danick? toute la presse là. Oui, vous êtes... Donc ton information sera vraiment répercutée. Je donne tout de suite la parole. Oui, bonjour à tous. C'est un Bonjour. honneur encore de vous retrouver. Et Danick... Représentez-vous parce que peut-être que les gens ne vous connaissent pas. Je suis la doyenne de la faculté des arts et des lettres de l'université de Sacramento State en Californie. Responsable de plus de 4500 étudiants. On est une université de plus de 32 000 étudiants. Et on est arrivé en Guadeloupe une deuxième fois déjà cette année. On était là en février. Absolument. Et on est arrivé avec une délégation exécutive cette semaine. Et on a organisé, soudé pour éducation, on a reçu plus de 400 lycéens hier au Memorial Act. Ils sont arrivés nombreux. On a pu faire l'intronisation de à peu près 13 étudiants du lycée Bainbridge, du lycée... Carnot, du lycée des droits de l'homme. Nous avions aussi Gerville-Réache présent, le lycée Faustin-Fleurette. Et en fait, ce sont des étudiants qu'on va accompagner, qui vont partir à l'étranger avec nous, qui vont être inclus dans des programmes pour le leadership. Je sais que quand j'ai fondé ce programme en 2024, nos étudiants ont rencontré les Obama. Ils étaient à la Maison-Blanche. Ils n'ont pas rencontré Trump quand même, non? Ah, non, faut pas dire ça, nous pays fait ça. Non, nous pays fait ça. En pays fait moi même ça même. Non. Et mais au-delà de ça, ce sont des conventions qui ont été signées. On a signé des partenariats avec ces lycées. On a signé un partenariat avec l'Académie Guadeloupe pour le rectorat. On a signé avec la fabrique de l'ENA Blue. On a signé avec Double Face. Et donc, ce sont des partenariats qui vont durer 5 ans. Où on va accueillir des lycéens également aux États-Unis. On va accueillir des professeurs, on va fournir des formations, on va faire des festivals, qu'il s'agisse du film, de la cinématographie, du journalisme, etc., en Californie et bien au-delà. Et en fait, c'est un programme que je suis en train de mettre sur pied, qui va également être implémenté en Afrique du Sud, au Sénégal, à Trinidad, à la Jamaïque, et il y a dans quelques pays en fait en Europe. Donc Et pourquoi vous avez voulu faire ça, cet échange avec la Guadeloupe? Parce que vous étiez originaire de Guadeloupe ou... Ah oui, elle est née en Guadeloupe. Ah oui, en Sémon de Guadeloupe. En Sémon de Guadeloupe. J'ai fait ma maternelle à Margaillard. Je suis de Petit Havre, au Gosier. J'ai fait l'école primaire à Raymond de Bambuc. J'ai fait mon collège à Michelet. J'ai fait mon lycée à Faustin-Fleurette. Et j'ai fait, à l'époque, quand tout le monde s'exportait en métropole, dans l'Hexagone, j'ai fait le choix de rester et de faire mes études en Martinique. Donc je suis vraiment le produit de la Guadeloupe. Et je le dis avec beaucoup de fierté. Quand je suis à l'extérieur, je ne dis pas que je suis française, mais je suis guadeloupéenne. J'en suis tellement fière. Et donc cet échange, vous l'avez voulu pourquoi? Je l'ai voulu parce qu'en fait, déjà, je me rappelle, moi,
la souffrance que j'ai eue en partant. Parce que je ne voulais pas partir, je ne voulais pas m'exporter aux États-Unis, mais bon, les choses ont fait que j'arrivais pas à trouver du travail. On me disait que j'étais surdiplômée, qu'il fallait que je fasse un CAPES quand j'avais déjà 2 masters. Et donc, je sais ce que c'est que d'avoir l'impression d'ouvrir les bras comme ça et de toucher les murs. Donc, l'idée n'est pas tant de contribuer à une fuite des cerveaux, mais de fournir en fait ce qui n'existe pas ici. De fournir des formations qui n'existent pas, de complémenter, en fait, de donner des outils à cette jeunesse et de les armer à revenir en Guadeloupe avec ce qu'il faut pour faire dans l'entrepreneuriat. Donc vraiment, c'est, comme on dit en anglais, I'm a sucker for the youth. J'adore les jeunes, j'adore le domaine de l'éducation et je travaille dans la justice sociale. Donc avec cette perspective sur le monde, je veux ouvrir des portes, avoir un impact. Et faire ce que je peux pour aider en fait, aider ma communauté, notre communauté afrodescendante. C'est vraiment pour moi, je me réveille tous les matins en me disant voilà, qu'est-ce que je peux faire de mieux ou de plus. Mais est-ce que vous avez les outils pour refaire venir nos jeunes Guadeloupéens, pour les faire revenir ensuite? Parce que, enfin, ceux qui en ont envie. Oui, très bonne question. Alors je vais pas dire les fonds qui sont à ma disposition, mais en fait, c'est une volonté. C'est une volonté. Donc, par exemple, quand nous avons eu les 400 lycéens qui sont venus hier, il fallait bien les transporter, il fallait des bus. Donc, c'est en fait trouver des partenaires qui comprennent l'importance pour nous de travailler ensemble, d'accompagner les jeunes. Donc, et moi, de mon côté, ce que je suis en train de mettre à disposition, c'est aussi du mentorat. Ce sont des étudiants qui vont être accompagnés, donc qui auront une équipe, une belle équipe, de grandes équipes. Je suis venue par exemple cette semaine avec des entrepreneurs, des personnes qui sont mannequins depuis l'âge de 5 ans, qui sont producteurs, qui sont dans le domaine du divertissement, qui ont des compagnies depuis l'âge de 16 ans. De 17 ans, de 18 ans, et qui peuvent en fait leur dire voilà comment on fait, voilà comment on peut faire, et se dire que voilà quoi, que moi je dis tout le temps c'est la mentalité du pauvre qui peut paralyser. Parce que des fois, c'est pas tant ce qu'on a dans les poches, mais ce qu'on a dans la tête et comment on fait le débrouillard pas péché. Et que donc, moi aussi, la confiance en soi, c'est important. Donc, on a été dans les lycées, on était au lycée Carnot. J'ai eu une rencontre magnifique au lycée Carnot. Et ces étudiants, j'ai la chair de poule en parlant d'eux. Particulièrement la filière danse, musique, ma vie, des étudiants on était à Bainbridge, on a vu, mais on a un talent fou. Et en fait, eux, ils ont envie, mais ils ont peur. Parce qu'il faut aussi persuader papa et maman qui ont des peurs, des craintes, et que quand on est jeune, c'est difficile de dire à maman, je veux faire. J'en ai rencontré un qui me disait, je veux faire de la cuisine, et qui m'a montré des tiramisus qu'il fait en 2 mois. Il a déjà plus de 1000 personnes qui le suivent. Il est tout jeune, il a même pas 18 ans. Et il me dit, mais maman, elle n'y croit pas. Maman, elle pense pas que je peux. Et moi, c'est ce que j'aime, elle veut pas. Et je ne sais pas comment le dire à maman que c'est ma passion et que je le fais bien. Et en 2 mois, j'ai déjà 1000 personnes qui me font des commandes. Je fais 400 plats par semaine. Mais maman, elle n'y croit pas. Donc, c'est aussi dire aux jeunes, mais tu continues à montrer à maman. Parfois, il faut décevoir maintenant pour les rendre fiers demain. Et donc, il y a un niveau, c'est que pour les lycéens qui veulent partir, ou celui qui a, comme vous, vous êtes parti, vous aviez déjà 2 masters. Est-ce que si un étudiant a envie aussi d'intégrer ce dispositif, il peut? Très bonne question. En fait, oui. L'idée pour nous, c'est de leur permettre même de mettre juste les orteils dans l'eau. Donc de partir pour 1 semaine, pour 2 semaines. Et avec justement ce partenariat, avec le rectorat notamment, on n'est pas en train de jeter une pierre dans l'océan, un caillou comme ça qui va disparaître. On a mis en place quelque chose de structurant pour leur permettre à ces établissements de partir avec des séjours organisés. Ils vont arriver, ils auront chez nous des enseignants qui pourront les accompagner également, s'ils n'ont pas de professeurs accompagnateurs. On met aussi en place un dispositif pour leur permettre de prendre des cours en ligne, les armer en fait, avant qu'ils puissent en fait intégrer l'université un semestre plus tard. Donc de tout, il peut venir pour 1 mois, il peut venir pour 1 semaine, venir pour 1 année scolaire. Nous sommes là et en fait c'est vraiment, je l'ai dit, c'est historique pour nous ce que nous sommes en train de faire et nous faisons de l'autre côté sur notre continent africain. Nous préparons également à accueillir plus de 3000 Sud-Africains à Sacramento State. Donc c'est vraiment un dispositif qui nous dit qu'on croit en notre jeunesse, on croit en eux. Je regardais des petits jeunes jouer au style band, mais avec
un talent, mais on a vraiment des pépites aux Antilles et il faut les nourrir, il faut leur donner envie, planter des graines. C'est ça, dernière question. Olivier, je comprends que c'est un changement de mentalité de nos jeunes de Guadeloupe qui est en marche, mais est-ce que le système du rectorat, est-ce que le système de l'université est capable d'accompagner ce changement de mentalité lorsque l'on sait que l'éducation ici n'arrive pas à ça? C'est pour ça qu'on a aimé là, raconter ça, parce que ça a posé moi belle question. Alors, pour répondre à ta question, tu sais, j'ai fait les deux systèmes. J'ai fait une maîtrise à la Martinique, une deuxième pensant rentrer, hein, donc juste une deuxième maîtrise et puis mon doctorat. C'est un mode d'enseignement qui est différent. Je crois que dans le système français, on nous dit, nous jeunes, qu'il faut se spécialiser très tôt. En fait, on fait ça très très tôt. Aux États-Unis, on fait ça très très longtemps. Et c'est qu'à la fin, vers l'avant-dernière année, qu'on dit aux étudiants qui maintenant, choisissez. Et donc, un étudiant qui aime plein de choses, qui aime le droit, qui aime la médecine, qui aime les arts, aux États-Unis ne se sent pas forcément frustré. Parce qu'il peut tout explorer, faire tout ce cheminement ensemble, avoir tout ensemble, et puis ensuite choisir, voilà, ce que je veux faire avec une mineure et une majeure, ce qu'on appelle un major et un minor. Donc, pour moi, c'est important aussi de nourrir ces différentes passions et qu'on ne se dise pas que finalement, il faut en sacrifier une pour laisser vie à l'autre. Donc, pour moi, donner accès, c'est important. Donc, ils auront des certificats qui pourront en fait reprendre, récupérer, réutiliser en réintégrant le système français. Donc, je suis plus dans le « yes, we can ». Yes, we can. Je suis dans le et plutôt que le ou. Et pour moi, on peut le faire. C'est une histoire d'accès et de découverte et de curiosité. Là, non, c'était la dernière question. Parce que nous devons poursuivre le programme. Petite question, petite réponse. Voilà. Pour le retour, est-ce que vous avez un partenariat avec le monde économique ici? Oui, alors là, il faut qu'il joue le jeu. Et je fais vraiment, si tu me permets, Danick, si vous me permettez, de vous dire qu'en fait, nous attendons de vous une solidarité, de croire en cette jeunesse, de croire en ce projet et d'accompagner donc toutes nos banques, nos personnes, nos mécènes qui peuvent accompagner ces jeunes. On a rencontré des jeunes qui veulent. On ne pouvait en prendre que 13 dans le programme d'ambassadeurs. Et il y en a tellement qui ont pleuré, mais pleuré. Est-ce qu'il y a une adresse email, un numéro de téléphone pour intégrer le dispositif, en tout cas pour se renseigner? Absolument. Vous pouvez me contacter à gladys.francis@csus.edu. Voilà. Alors, je voulais juste dire une dernière chose quand même. Oui, Danick. Il y a un film qui va diffuser. Il faut le dire. Oui. Moi, je rencontre Pascal et Dimitri. En fait, comme si c'est des mouns qui mangeaient, veillons à la coula tous les jours. Dimitri Zandronis qui ont fait un super, mais vraiment, un travail formidable sur Gertie Archimède et Angela Davis. Et on les reçoit d'ailleurs ce soir. On va avoir un visionnage privé avec un groupe de mécènes, de partenaires que nous avons en Guadeloupe ce soir, aujourd'hui à Sainte-Anne, au Bourg, pour voir ce projet, parce que je voulais même que mon équipe qui est dans le domaine de tout ce qui est médias, films, les chaînes publicitaires, etc., soit là et qu'ils voient ce film eux-mêmes. Je voulais pas qu'on en parle juste question business, mais qu'ils voient en fait la portée de ce film, parce on va le diffuser dans les universités américaines, parce qu'en fait nous, au-delà des grandes maisons de cinématographie, ce sont les universités qui mènent vraiment ce champ disciplinaire autour de la recherche et de la justice sociale aux États-Unis. On va les accueillir, on les attend. Et je tiens encore à vraiment dire que c'est ça le talent qu'on a ici. Et comme Angela Davis, c'est notre voisine, elle est à UCLA, elle est juste à côté de nous. On veut vraiment pas juste avoir le film, mais en fait avoir certainement un séminaire qui se ferait autour de ce film avec Angela Davis présente. Je peux Merci. dire deux choses. Bravo et merci. Merci. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu. Et de toute façon, see you next. Always, I'll be back. Always. I'll be Okay. back. Always. Bon retour. On poursuit notre Oui, on programme. poursuit Parce que alors. normalement, aujourd'hui, on devait débattre, en tout cas débriefer du bilan des municipales. Oui. Madame et messieurs. Oui. Donc, Tu ce peux second rester tour. si tu veux. Ouais, je reste C'est un ça. petit peu, je prends une photo avec vous. Allez-y. D'accord. Donc, on va commencer par Eddy Planté, qui est spécialiste de la politique.
et d'y planter. Effectivement, Alors, qu'est-ce qu'on avait prévu? on l'avait prévu, la prime au sortant, déjà. Oui. Premier tour, on l'a bien vu. Une vingtaine de maires réélus. Après aussi, il y a de fortes oppositions dans les différentes communes. On a pu le constater avec de nouvelles têtes, notamment au second tour, où des maires ont été en difficulté parce qu'ils n'ont pas été élus dès le premier tour, on l'avait annoncé. Et c'était le cas, on peut le dire, à Bémao, à Bertrand, à Port-Louis, Marie-Galante, à Trois-Rivières, et à Goyave également. Et à Goyave, on peut dire que Ferdi Luisi a un peu payé en fait sa présidence au SMJAG, ça a pesé, et que Jean-Louis Francisque a eu raison de quitter le navire un an et demi avant les élections. Voilà, et sous les autres communes, on constate dans 6 ans peut-être qu'on devrait avoir beaucoup de changements puisqu'il y a une forte opposition et de jeunes têtes, de jeunes oppositions, voilà, qui ont émergé pendant ces élections municipales. Comment tu analyses l'échec d'Arichalus et de Louisi? Parce que c'est les deux personnes sur lesquelles finalement on peut en parler. Bon, Chalus, on sait un petit peu, mais Louisi. Louisi, comme je le dis, je le répète, c'est que le dossier du SMJAG a beaucoup pesé. Il a payé. Ouais. Parce que j'y crois pas trop, ça. Oui, je pense. Et aussi peut-être son mode de fonctionnement à l'intérieur de la commune, son fonctionnement. Aussi la durée des mandats. C'était son 3e mandat. Non, pas forcément. L'usure du... Non, c'est le 3e mandat de Francisque. Oui. Pas tout le monde à la fois. Non, mais vous faites fi quand même du travail qui a été fait par Edom. Oui, on va en parler, mais là, ça aurait été quelqu'un d'autre, je ne pense pas qu'il aurait battu aussi facilement. Parce qu'Edom, quand même, aussi largement. Pour avoir été directeur général des services. Non, on va pas minimiser. À Capesterre, mais justement, il ne faut pas oublier, quand vous regardez un peu plus la structure de l'électorat, c'est qu'il y a beaucoup de gens de Capesterre qui habitent à Goyave, parce que Goyave est devenu au fil des temps une espèce de commune, pas dortoir, mais enfin résidentielle en tout cas. Et donc, je pense que pendant ce temps-là, à Capesterre, il a su travailler cet électorat. Oui, bien sûr. Oui. Mais pendant la mandature, je pense que Ferdi Luisi a plus géré le dossier de l'eau, le SMJAG. Mal géré, tu veux dire? Ah oui, enfin, en tout cas, il était au cœur justement de cette crise de l'eau pendant des années, pendant sa mandature. Et il n'a pas su gérer et ça a eu des conséquences. Là, on parle de Luisi, mais Jacques Cancal, qu'est-ce que vous pensez d'Arichalus? Arichalus, pourquoi il a échoué? Alors, son projet marketing est un petit peu compliqué parce que, de toute façon, on était dans une situation que les Bémaossiens eux-mêmes avaient du mal à comprendre, y compris les membres de sa majorité, puisque là, on avait la maire sortante qui ne se représentait pas. On n'a jamais su vraiment pourquoi. Il était fatigué, en tout cas. Qui était en 6e position. Qui était en 6e position sur la liste. Et on a vu très tôt Arichalus invoquer les dissensions à l'intérieur du groupe pour venir mettre de l'ordre. Et proposer un successeur, puisqu'il ne venait que pour conduire la liste, un successeur qui lui-même n'était pas encore élu, n'était pas dans la majorité. Donc forcément, ça a fait naître des dissensions avec les autres membres de la majorité qui, eux aussi, pu avoir des ambitions, donc y compris évidemment Michel Mado. Donc sa stratégie est apparue comme étant illégitime dans l'absolu. Je pense que c'est essentiellement ça qui a joué. Donc, on rejet des Bémaossiens même. Oui, il y a eu des Bémaossiens même qui, certainement, je pense que les Bémaossiens le disaient dans la rue, ils n'avaient rien contre Arichalus, mais ils ne trouvaient pas que la stratégie était bonne, ni légitime, ni respectueuse de l'ensemble des autres adjoints. Je pense que c'est ça qui a joué. Il y a eu un commentaire d'ailleurs d'Arichalus sur ça, pour dire que ça se fait ailleurs, ça se fait en France hexagonale. Oui, mais on n'est pas parachuté, oui, voilà. Et que personne ne dit rien, mais enfin bon... En fait, le parachutage sur une aussi petite île comme ça, en ayant une telle proximité avec les électeurs, ça ne peut pas se faire, surtout qu'on n'a pas de machine électorale, parce qu'il y aurait eu un grand parti, comme ça se faisait avant. Il y a eu un parti, l'Alliance Guadeloupe. Oui, mais qui était trop jeune en réalité. Enfin, Bémao, oui, mais par ailleurs, donc il n'y a pas d'assises suffisantes pour pouvoir dire... Non, mais Jacques déjà, à l'intérieur de son groupe, il n'a pas pu le faire. Non, mais à Bémao, tu ne peux pas dire qu'il n'avait pas d'assises ni de non, je parle du parti. Je répondais à la question du parti. Oui, mais justement, à Bémao, il est quand même maire depuis... Il a un socle, tu veux dire? Oui, mais il n'était plus. Donc il a toujours été présent. Il ne faut pas se faire
d'illusion. Oui, mais la sortante, en fait, je pense que c'était compliqué. Il y a une meilleure sortante on ne sait pas pourquoi elle ne revient pas, elle est 6e sur la liste. La pilule était difficile à avaler. Ça, c'est tout compliqué. Est-ce que la personnalité de Bernadotte a joué aussi? Visiblement, beaucoup d'électeurs disaient que sa candidature à Paris c'est moins légitime que celle de Michel Madot, ce qui est normal parce qu'il était déjà élu. Et puis il y a évidemment les histoires d'équation personnelle, est-ce qu'il plaisait moins ou plus que. Mais Olivier Lancière, vous qui avez interrogé justement tous les candidats pendant ces 2-3 semaines, même un mois, qui avaient reçu tout le monde, ce second tour, est-ce que c'est vraiment un coup aux sortants qui ne sont pas revenus Sur Bémao, c'est assez paradoxal. Lorsqu'on discute avec les Bémaotiens, ils ne sont pas contre Henri Chalus. Henri Chalus a encore une assise très forte à Bémao. C'est la stratégie qui n'a pas été sans doute comprise. Et puis, il y a le travail de Michel Madot qu'il fait depuis des dizaines d'années. Il a été très tôt candidat. Ensuite, il est arrivé sur la liste d'Hélène Polifonte. Il a été élu au conseil départemental. Il y a cette assise qui est là. Et il a su capitaliser sur ça. C'est la stratégie d'Henri Chalus qui n'a pas été comprise par les Bémaotiens. Et puis, il y a aussi l'usure du pouvoir. Alors, autre commune, Gosier quand même. Alors, tout le monde s'attendait à un basculement, finalement, Autun est resté. On avait dit qu'Autun resterait. On a dit qu'Autun resterait, tu l'avais dit. Autun est resté et même il a des prétentions pour devenir président de la Carle. Absolument, oui, tout à fait. Alors, Francis, actuellement, le maire de Saint-François... Oui, Franck Baptiste, pardon. Jean-Luc Perriand, Franck, on ne confond pas avec son frère. Vas-y. Et en fait, donc le maire de Saint-François a annoncé officiellement qu'il soutenait a priori Franck Baptiste. Mais le maire de Gosier aurait aussi la velléité de devenir à son tour président, puisqu'il estime en avoir la légitimité et une certaine expérience maintenant. Donc en fait, on ne sait pas... là, c'est pas joué par rapport à la présidence. D'ailleurs, Marie-France, c'est ta commune Saint-François, mais quand on voit Gosier et Saint-François, c'est un petit peu le même, le même profil, c'est-à-dire ils sont arrivés maires élus dans un conseil municipal d'abord, c'est-à-dire que pendant les élections. Donc est-ce qu'ils ont le même profil? Oui, mais sauf que le maire de Saint-François a fait un écart considérable entre celui qui était derrière lui, alors que moins à Gosier, parce que Jean-Luc Perriand a quand même été très très bien élu au second tour. Pour sur la communauté des communes de la Carle, on en parlait tout à l'heure. L'information, c'est que pratiquement tous les maires sont candidats à la présidence, y compris un qui n'est pas maire, qui est ancien maire, y compris Blaise Aldo. Blaise Aldo, qui représente une seule voix, aurait des velléités pour être président de la CAR. Loïc Tonton fait tout également pour rester. Mais là, ça devrait se jouer en tout cas, selon moi, entre Sainte-Anne et le Gosier. Finalement, parce que entre Sainte-Anne et le, ça devrait se jouer. La présidence devrait se jouer entre Sainte-Anne et le Gosier. Alors une autre commune quand même où il y a eu pas mal il y a eu beaucoup de difficultés, et c'est l'échec de Califère finalement à Saint-Claude. Ah oui, là. Alors comment il a mal géré le PS, enfin la section PS qui existait à Saint-Claude, qui était relativement unie, et puis subitement au premier tour il soutient Minacci, au second tour, boum, il revient vers Vitalis. Vas-y. À Saint-Claude, il y a eu j'allais dire presque une méprise. En fait, le problème de la fédération, du Parti Socialiste... Non, je parle de la fédération, la direction. Ils attendaient un positionnement clair et ferme de Califère, d'accord, qui est arrivé tardivement entre les deux tours. Oui. Tandis que la section locale, elle avait pris fait et cause pour Minacci dès le départ. Et aussi au second tour. Par contre, quand Califère s'est positionné... Avec l'UL. Oui, il s'est positionné entre les deux tours. Donc la fédération a suivi Califère. Et donc à ce moment-là, ils se sont aussi engagés auprès de Vitalis. Mais la section locale du Parti socialiste de Saint-Claude est toujours restée côté Minacci. Et pourtant, Minacci n'est pas encarté. Non, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encartés et qui sont soutenus. Par contre, Jean-Claude, ce que je ne comprends pas,
c'est que ça coulait, mais alors c'était fluide du côté de Saint-Claude depuis 12 ans ou depuis 3 mandats. Comment la population saint-claudienne n'a pas continué à suivre et elle n'a pas fait confiance à Califert alors que Madame Ouek... Mais je viens de le dire, il ne s'est pas positionné. Et il a laissé mûrir, si vous voulez, les racines de la division. Tout à fait. À partir du moment qu'il ne s'est pas positionné, donc il y a eu des velléités au sein de la majorité municipale. Et il faut savoir que Minachi était soutenu par presque 3/4 de la majorité municipale, y compris l'ancienne maire. Dernier mot avant la pause pub. Oui, vas-y. Plus loin, en disant que ces échecs, il faudrait peut-être les lier à l'activité parlementaire de certains élus. Regardez, on a vu à Saint-Claude, Califert, on a vu à Sainte-Anne, Baptiste, oui. Et même aux Abîmes, Servat. On a le sentiment aujourd'hui, après ces élections municipales, le parlementaire qui sort renforcé, c'est Mathiazin. Mathiazin a fait campagne pour le candidat. Un petit mot pour quand même, avant de passer à la page. On va sûr. Un mot. Impérial, alors on va dire ça. Voilà. On répète. C'est combien, 85%, c'est ça? 87%. Meilleur de France. Et futur président de la communauté. Oui. Probablement. Non seulement 87%, mais il faut voir le taux de participation, qui est très important. Et beaucoup plus important que beaucoup de... Il a rallié pratiquement tout le monde, même les opposants savants étaient avec lui. Donc il ne pouvait que gagner. Bravo. Il ne pouvait que gagner. Président de la CNBT. Ce sont les résultats. Oui, c'est dans l'air. Le GUSR le soutient en plus. Voilà, on prend la première pause, on libère Madame Gladys Francis qui a d'autres choses à faire aujourd'hui, préparer le truc de ce soir. C'est enrichi. On vous revoit bientôt, Madame Francis. Merci beaucoup. Merci, Danick. Bye bye. Au revoir. Deuxième partie du BMG et on finit avec les élections. On a parlé des communes où ça s'est plus ou moins bien passé. On n'a rien dit sur Marie-Galante. On n'a rien dit sur Marie-Galante. Alors moi je vous invite, parce qu'il y a 40 voix d'écart 42 oui. entre Johan Selbonne et Marie Zetziol. Elle a eu chaud. Alors on a pas parlé de la centaine de voix aussi. Je ne sais pas si effectivement le recours a été déposé pour les 100 bulletins qui avaient été invalidés à Grandbourg. Ah oui, parce que c'était 100 voix qui... Mais il n'a pas fait de... Non, c'est elle qui faisait un recours pour le premier tour, parce qu'en fait, ça l'a empêché de passer dès le premier tour, hein, parce qu'il a manqué ces bulletins-là. Donc, j'imagine que le recours de Johan Selbonne... Pardon? Le fameux bulletin recto-verso. Le fameux bulletin recto-verso. Donc, finalement, ça explique aussi, peut-être que Johan Selbonne se dit, bon, c'est pas la peine de faire un recours. Je trouve que c'est peut-être prudent. Ouais. Et puis surtout que ces 100 voix-là reviendront peut-être à ce moment-là. Oui. Donc je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça a donné cette affaire-là, parce que de toute façon, ce n'est pas de sa faute, puisque les bulletins imprimés sont arrivés avec la liste de Mme Julia Rodeau. C'est un peu embêtant. Heureusement que c'était lamentable. Alors, question, est-ce que le PS ressort fort de ces municipales, renforcé de ces municipales? Non, c'est stable. Non, c'est pas stable. Pas tous en même temps. Les 4 municipalités, Lamentin, Vieux-Habitants, Baïf, Bastère, ça reste stable. Il n'y a pas eu de gain. Il a manqué que Saint-Claude. Saint-Claude, bon, et puis Trois-Rivières. Et Trois-Rivières aussi. Alors, deux petits mots quand même sur les élections communautaires qui vont commencer au cours de la semaine prochaine. La semaine prochaine. On commence par les abîmes. Cap Excellence. Non, Cap Excellence, à votre avis? La bataille est ouverte. Tout va dépendre du jeu des alliances, puisque comme ça a changé à Bémao, on ne sait pas si le mariage... Pardon? Est-ce que Madou voudrait être président? Peut-être pas lui, parce qu'il vient d'arriver, mais en tout cas, il y a un jeu qui va se faire aussi avec Pointe-à-Pitre, qui a beaucoup souffert visiblement de la gestion du Cap Excellence. Je pense qu'ils ont toujours considéré qu'ils étaient un peu le parent pauvre de cette communauté d'agglo.
Là, il suffirait que Pointe-à-Pitre change de camp pour que Éric Jalton soit en difficulté. Donc on verra ce qui va se passer. Grand Sud Caraïbes. Oui, tu voulais dire un mot. Non, juste pour dire que Jalton a pour lui simplement un sacré nombre de sièges, mais il a aussi l'expérience des dossiers en cours. Oui. Ce sont des gros dossiers, donc ça peut jouer en sa faveur. Ouais, je veux mais dire. tu sais, l'appétit du pouvoir, quelquefois, passe On oublie au-dessus les de projets. l'expérience. On a bien titré il y a Les quelques projets, semaines non. que c'était pas sur les projets, justement, que... Et d'ailleurs, le choisissait. problème du cumul des mandats, il n'y a pas de cumul des mandats avec les EPCI, mais la question se pose aussi chaque fois, pourquoi est-ce qu'on a automatiquement un maire qui prend la présidence d'une communauté d'agglomération? Parce qu'on voit, quand on voit le travail qu'il y a à faire et la politisation de ces communautés d'agglomération, on se dit, mais à la limite, pourquoi il n'y aurait pas un adjoint? La seule fois, ça s'est fait, c'est à Marie-Galante, c'était Selbonne d'ailleurs, c'était à Selbonne, et ça marchait très bien, en fait, parce qu'il n'avait que ça à faire. Là, on a le maire qui est président. Alors, Grand Sud Caraïbes. Ben, on donne la parole à Jean-Claude Rode. Oui, Jean-Claude Caraïbes. Oui. En fait, Grand Sud Caraïbes, les velléités viennent évidemment de Capesterre, qui est la commune qui a le plus de conseillers. Et en fait, les forces en présence sont restées quasiment les mêmes. C'est-à-dire, du côté socialiste, c'est les mêmes. Et côté... Et Bastien, on n'a pas d'ambition là-dessus? Les socialistes ont l'ambition. Ah, des socialistes. Oui, les socialistes ont l'ambition. Alors maintenant, de l'autre côté, en tout cas de la gouvernance actuelle, il faut rappeler que c'était une alliance entre la droite et le GUSR. Tout à fait. Et maintenant, évidemment, le GUSR prétend, et logiquement, puisque c'est eux qui représentent la plus grosse cohorte, avec Capesterre, Trois-Rivières, Goubert aussi. Donc, ils ont la prétention de reprendre la présidence, et notamment Jean-Philippe Courtois. Maintenant, il faudra savoir ce que va faire Abelli, comment il va arriver à négocier pour conserver son... Est-ce qu'il a un bon bilan, Abelli? Est-ce qu'il a un bon bilan? En fait, le bilan, vous savez que lorsqu'il est arrivé, il y avait un déficit, je crois, de 65 millions. Et il est à peu près à 55 millions. Donc, bon, ça n'a pas énormément évolué. Et je crois que ce que Abelli a fait surtout, c'est de stabiliser un peu l'administration, enfin le fonctionnement administratif de la communauté de communes, qui avait connu beaucoup de soubresauts entre Chevry... Et dans cette communauté, il y a quand même 11 communes. 11 communes, dont les Saintes. Oui. Donc Vieux-Fort, on a oublié. Alors il faut rappeler aussi que ce déficit-là, il est essentiellement dû à la fameuse ardoise de l'eau, dont personne n'arrive à se débarrasser. Voilà, depuis Soumjou-Chevry, c'est vrai. Et la personne qui va prendre ne va pas récupérer une si bonne affaire que ça. Donc, ce ne sera pas un cadeau. Donc ça risque, voilà. Oui, ce ne sera pas un cadeau. Alors, deux petits mots sur la... Oui, c'est distribué par zone. C'est Nord-Grande-Terre. Nord-Grande-Terre, Jean Bardaille pourrait être en difficulté aussi. C'était le maire à l'eau, c'est ça? Mornalo. Enfin, ça lui est arrivé de tomber à l'eau, mais enfin bon. Et parce qu'il y a d'autres velléités, justement. Le maire de Petit-Canal serait également candidat à la présidence, Mornal. Et aussi, à Port-Louis, le maire de Port-Louis. Ah bon, Artin, Victor Artin, oui. Peut-être aussi le maire du Moule. Victor Artin. Je pense que Mme Carbin, elle va choisir, en fait, je pense. Je ne pense pas qu'elle sera vraiment candidate à la présidence, mais plus peut-être soutenir un maire, un des maires. Elle est très motivée depuis son élection à la tête du Moule. Elle ne va pas lâcher. Mais là, c'est très serré. C'est très serré. Il y a quelques jours, elle disait non, qu'elle était intéressée par la présidence. Oui, elle est personnellement. Elle a été la première. Elle peut bien revenir. Et Ici, la mairie, voilà. Mais là, il faut vraiment des tractations très serrées parce qu'elle ne peut pas gagner seule. Quand même, où il y a eu un changement. C'est pour lui. Pas choc, c'est pour lui, justement. C'est pour lui. Ça vous a étonné? Non. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a eu Chalus, président de la région, Hubert, premier vice-président. La région est en train de se déglinguer. Bon, voilà. Et alors, j'avais fait un petit décompte. Alors, il y a eu au total 8 conseillers régionaux, tête de liste, qui n'ont pas été élus. Pas seulement du côté de Chalus, tout bord confondu. Et au niveau du département, je crois qu'il n'y en avait que 4 têtes de liste qui n'ont pas été élus. Alors, pour revenir à Port-Louis, il y a peut-être surtout l'affaire Cabana Beach qui a beaucoup joué parce que le discours entre on promeut la jeunesse, on promeut les jeunes Guadeloupéens. Et ça n'est jamais passé, quelles que soient les raisons juridiques ou administratives. Je crois que
c'est Il a payé vraiment pas son- passé dans la... Oui, alors je la suis obligé de population. dire que les indépendantistes ont perdu un maire. C'était le Oui. seul. Bah oui. Ils ont perdu. Et le seul maire et le indépendantiste. PP, et comme on l'avait annoncé, le PPDG disparaît petit à petit. Il reste qui Il reste pour le personne. PPDG? Qu'est-ce qu'il en reste? PPDG, il en reste. Non, Pointe-à-Pitre, c'est fini, Sainte-Anne, c'est fini. Un petit peu à Saint-François. Sainte-Anne, c'est fini, Saint-François, c'est fini. Alors, dernière question sur l'ensemble de tout ce qu'on a dit sur la politique. Est-ce que c'est la grande victoire du GUSR ou le maintien? Et pourquoi? Parce que je pose la question par rapport au changement statutaire qui est prévu depuis X années. Alors, GUSR. Les maires ont très peu abordé ce sujet-là de l'évolution statutaire. Est-ce que pas du tout? Pas du tout même. C'est un sujet sensible qui cristallise au sein de la population. Donc, c'était pas le lieu, même si les maires sont désormais au Congrès. Hein. Mais c'était pas la question. Alors, le GUSR, certes, perd Ils ont perdu deux communes. 2-3 communes, Oui. mais gagne en influence à Goyave et à Bémao. Oui. Donc, dans la balance, c'est plus ou moins... C'est tout bénéfice pour l'OSBAR quand même. Hein. Oui. Par rapport, parce que au lendemain même ou le soir même des élections, on a entendu sur RCI parlant déjà de l'institution, d'évolution institutionnelle. Donc pour lui, Oui, ça mais lui, le renforce. Lui ne se présentait pas, donc il peut en parler, alors que Il les était autres... sur la liste. De Oui, mais je veux te dire, il n'était pas candidat pour être maire. Oui. Alors que ceux qui étaient candidats ne voulaient pas trop aborder ce sujet pour ne pas perdre peut-être des voix parce que ça... Mais effectivement, le Ça GUSR effraie. renforce sa position. Oui. Effectivement, je pense que Guy Losbar, il voit très loin en se disant, voilà, j'accompagne plusieurs communes, même si le débat n'était pas au cœur de la campagne, mais arrivé à un moment donné, dans 2 ans, dans 3 ans, il va falloir aborder le dossier, justement, de l'évolution institutionnelle. Et là, il dira au maire, maintenant, je vous ai accompagné, il va falloir maintenant que vous adhérez Ben, c'est ce à que ma vision, à ma politique. Donc c'est ça, stratégique. c'est stratégique. Alors, je vous fais écouter, C'est une stratégie à long terme. Regardez une vidéo et je vais vous poser tous la même question tout à l'heure. Tu nous passes cet extrait de cette vidéo. Maintenant, personne n'a peur de dire que nous sommes du Rassemblement national. C'est le premier adjoint de Capester-Bello. Et sur la liste de Goyave, il y a aussi un représentant du RN. Est-ce que c'est une stratégie ou c'est un hasard, à votre avis, pour le RN? Non, parce que le Rassemblement national a toujours dit que c'est un parti qui veut s'implanter, donc ils ont utilisé tous les stratagèmes sans pour autant afficher une liste purement Rassemblement national. Oui, mais mettre un premier adjoint à Capester comme du membre du RN, Ça ne veut pas c'est dire pas qu'il anodin. C'est pas ça anodin. ne veut pas dire qu'il a beaucoup de pouvoir non plus. Enfin, hein. on m'a dit qu'il a démissionné du RN. Mais enfin, alors justement, en parlant du RN... qui démissionnent du RN, visiblement. Alors le RN, justement, de Saint-François, deux petits mots rapidement. Non, mais c'est vraiment pour dire que bon, mais voilà, Petit ne fait plus partie du RN après sa vidéo. C'est sûr, ça? Spectacle. Oui, c'est sûr. Oui. Ah oui, donc. Non, même avant. Et Même non, avant, il avait dit qu'il n'y était pas. lui, c'est ce qu'il avait dit, mais officiellement, en tout cas, c'est depuis cette fameuse vidéo qu'en fait, il fait plus partie des rangs du RN, mais il est vrai que sa vidéo, il est allé fort quand même. Alors, Oui. il s'est excusé après, il a dit, je pense que il avait peut-être. Pas vraiment des excuses. Il a trop bu. Enfin, il a dit qu'en fait, non, mais qu'il regrettait que ce soit passé sur les réseaux, en fait. Effectivement, il n'a pas dit qu'il regrettait Non, de l'avoir pas fait, ce mais genre de que ce choses. soit passé sur les Bien, on réseaux. passe à la revue de presse rapidement, parce qu'on n'a plus de temps, mais enfin, il faudrait faire une émission de 3 C'est heures ça. avec vous. Non, mais de 2 heures au moins. Justement, sur le municipal, Oui. il y a beaucoup de maires qui ont été élus après une fusion de listes. Oui. Là, maintenant, sur les 7 ans à venir, on devrait suivre justement ces majorités municipales. Est-ce qu'elles vont Comment elles vont éclater? durer? Comment elles Est-ce vont qu'elles vont durer? durer Oui. sur les 7 ans, puisque c'est le cas dans plusieurs communes. Oui. Il y a eu des fusions à Port-Louis également. Il y a eu une fusion de listes entre Artin et Jacques-Marie Claire. Oui, oui. Qui était socialiste, mais Jacques-Marie Claire. Oui, à Bémao également. À Oui. Bémao, oui, Oui. ça a eu une fusion Avec, de listes. Je vous donne Avec une petite Vainqueur, Mado information qui et Théobald. circule. Semble-t-il, M. Cadifer veut rassembler tout le monde au sein de la nouvelle majorité, enfin de La nouvelle minorité. la nouvelle minorité et l'ancienne. Bon, enfin, on sait à voir. C'est déjà bien qu'ils veuillent faire leur repas après que tous les années. D'accord, alors la revue de presse, on commence par... Ben, par qui? Fab. Ah, ben, ben écoutez. oui, quand même. Alors, c'est le premier magazine, c'est moi qui vais le commenter, le premier Oui. magazine caribéen
des industries culturelles et créatives. Ah, ouais. Il nous a été livré la semaine dernière. Le prochain arrive au mois, la semaine prochaine d'ailleurs, début avril, parce qu'il parlera, il sera vraiment consacré au festival Caribule, le festival de bande dessinée. Donc évidemment, très beau papier, quelque chose qui a coûté très cher, donc très luxueux. Donc j'ai l'impression que vraiment c'est un numéro à garder. En tout cas, de nombreux publi-reportages, mais on en parle. On parle de l'action sociale, on parle des industries. On en a beaucoup parlé lorsque nous avions comme invité Caribule, Daniel c'est une Dumérier. petite association, je vous rappelle quand même. À but non lucratif ou pas, Danick? À but non lucratif, exactement. Bon, alors juste, non, je voulais simplement, avec ce numéro, poser une question sur une filière qui n'existe pas encore en Guadeloupe, les ICC. Et c'est très important parce que nous avons tout ce qu'il faut, sauf que c'est pas structuré. Absolument. Et moi, justement, je reviens là je suis allée quelques jours à Montréal et j'ai rencontré là-bas notamment des femmes, et dont Madame Tintin, qui a travaillé ici et qui n'est pas restée en Guadeloupe. Elle est guadeloupéenne, mais elle a dû s'expatrier parce que ici, elle voulait faire en fait quelque chose qui implique beaucoup plus l'artistique et l'économique. Oui. En fait, c'est ça l'idée. En fait, c'est ça les industries. On a voulu simplement poser la question. Alors, on va pas résoudre. Ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'en Guadeloupe, je crois qu'on a encore du chemin à faire, et que l'exemple de Madame Tintin qui s'est expatriée exprès, et là-bas, elle a réussi son coup, et elle dit que là-bas, elle peut justement. Alors, je vous donne une seconde information là-dessus, c'est que le CHU qui va disparaître devrait être le hub ICC de la région, du département et de l'État. Semble-t-il. Bon, enfin, ça fait 2 ans qu'on y travaille. J'ai vu une très belle maquette, une très belle maquette du bâtiment. Oui. Non, c'est vrai, il y a déjà. C'est vrai. L'ancien CHU, donc le futur. Le BIC, comme on a dit, sur le BIC des ICC. On en est encore à des appels à projets, vous savez ce qu'on va en faire vraiment. Alors, on est encore loin. Je vous rappelle le Centre des Arts. La suite, il vaut mieux qu'il y ait quelque chose de chaque Fab. Allez, Fab, on passe à autre chose quand même. Bon. Le prochain. Écoutez, France Antilles, on titre aujourd'hui, on entend beaucoup parler, prix des carburants. Le gazole va prendre cher. Donc c'est 2 euros. Oui, surtout. C'était hier après-midi. Ouais, hier après-midi. Yeah. Donc on va prendre cher. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on revient aussi sur cette affaire de justice. La carrière de Dayet. Ouais. Une information judiciaire a été ouverte. Il y avait un autre problème sur l'autre flanc de la carrière. Enfin, donc je vous invite à lire tout ça. Et puis on a aujourd'hui, vendredi, notre supplément à l'intérieur du journal, le supplément culture. Et on a aussi le magazine, n'est-ce pas? J'ai envoyé normalement la une du magazine sur Karukera, les princes du cinéma. Je laisse Marie-France qui a écrit ce superbe article détaillé. Merci, chers collègues. Mais en fait, c'est parce que Karukera Studio, qui est à Sainte-Anne, en fait, est en train de travailler sur la création d'un film d'animation. Alors, c'est extrêmement long. On verra le résultat pas avant 2 ans et demi, 3 ans. Mais j'allais dire, c'est très impressionnant en Guadeloupe. Moi, je suis allée visiter leur studio. J'ai été surprise, mais à un point, je n'imaginais pas qu'on pouvait avoir ce type de technicité ici localement. Et en plus, c'est-à-dire que en plus, Monsieur Deschamps, qui s'occupe c'est lui qui le dirige, fait venir autant de jeunes qu'il peut dans ses studios, qui ont été formés souvent justement au Canada et qui reviennent parce qu'ils ont enfin une occasion de venir travailler en Guadeloupe. Et pour des jeunes Guadeloupéens, on en a débattu tout à l'heure au début de l'émission, c'est fondamental et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils sont quand le film? Ils sont quand? Alors dans 2 ans au moins. Oui, 2 ans et demi, 3 ans. Olivier voulait rajouter quelque chose là-dessus. J'ai participé à la semaine de la presse à l'école et dans des écoles. Et dans les écoles, on utilise le France Antilles Junior pour expliquer aux enfants l'actualité. Donc c'était un petit clin d'œil. Oh, merci beaucoup. Tu vois ça un peu. Juste un petit mot quand même pour saluer le travail qui est fait par Monsieur Deschamps, Deschamps qui a créé ce studio. C'est une opération entièrement privée, et qui est un très très bel instrument. On en a parlé aujourd'hui, toujours dans le cadre de la semaine de la presse, avec des lycéens d'ailleurs qui... D'ailleurs, c'est un studio aussi de doublage, parce que des gens viennent de l'extérieur pour utiliser son studio pour... C'est une très belle initiative. On continue sur la presse. Nouvelles étincelles. Ah ben oui. Évidemment. Le communisme revient. On a oublié de parler de la renaissance du parti. Retour. Il y a longtemps que le PC n'avait pas eu un élu. Oui. Donc voilà, c'est fait. Oui. Il revient. Il revient puisque il avait été battu par Jean-Marie Hubert et là il revient. On a les retours. On continue.
Nouvelle semaine, Jacques Duncan. Mais là, on a un très beau dossier qui est fait par Lorella Vincent sur le Jean-François Bouclé, qui est un plasticien récemment disparu, c'est particulièrement impressionnant ce qu'il fait, notamment son travail sur la décolonisation, notamment à travers l'art, hein, tout ce qu'il a pu créer. Donc, je vous invite à le lire. C'est un petit dossier assez long. Sinon, on a beaucoup aussi parlé de la Cannes. Ah oui, dis donc, il y a 6 pages. Voilà, on a parlé. Je ne sais pas pourquoi on consacre autant de temps. Là, un dossier. Ah oui, mais enfin, quand même. Oui, non, mais c'est très bien parce que ce lien avec tout ce qu'on évoque comme notion de responsabilité, de changement, le travail aussi culturel qui est fait aussi pour décoloniser les esprits. Franchement, c'est passionnant. Oui. Bon, c'était un long. Voilà. Sinon, l'article de Nouvelle Semaine sur José Toribio. Ah oui. Merci. Un parcours fulgurant d'un surdoué. C'est vrai. C'est vrai qu'on Je pense que de façon unanime, les élus, comme la population, comme le commun des mortels, reconnaissaient quand même le talent de José Toribio. Évidemment, son caractère. Plaisir à l'interroger et à l'inviter dans les émissions. C'est un érudit. Alors, ça prenait de la hauteur. Alors, cette semaine, d'ailleurs, on parle beaucoup de ce fameux texte que la France n'a pas voté sur l'esclavage comme le plus grand crime contre l'humanité. C'était José Toribio qui, le premier, a proposé un texte pour la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité et qui a été repris après par Christiane Taubira, qui se connaissait. Il se connaissait et elle a porté ce texte, mais c'est José Toribio qui est à l'origine, y compris le fonds qui pourrait servir à financer aussi les démarches réparatrices. Voilà, ça c'est. Je voulais souligner ce merveilleux dessin d'Éric Nago. Voilà, vous alors achetez le Nouvelle Semaine, vous le verrez mieux. Et tu peux montrer la dernière page de couverture aussi quand même. Ah oui, non mais Karim, on a le temps d'en parler la semaine prochaine. En tout cas, ce dessin d'Éric Nago qui présente cette affaire Hubert sur les cendres du Cabana Beach. Voilà. En fait, c'est Artin qui renaît sur les cendres du Cabana Beach. Ah oui, ah là là, ouais. Enfin, Monsieur Rod, on aurait voulu avoir cet exemplaire quand même. Oui. Alors, évidemment, la couve va coûter cher, donc il ne pouvait pas nous en offrir. Un peu la couve qu'on avait faite la semaine dernière avec les 20, donc là c'est avec les 12 qui complètent le tableau final. Et puis on a mis en avant celui qui était le plus emblématique, c'est la victoire de Michel Mado à Bémao. Comment ? Qu'est-ce qui explique le choix de Mado en gros ? C'était la commune la plus qui cristallisait toutes les attentions. Avec battre le président de région, c'est jamais anecdotique. Donc voilà. Et en fait, je voulais aussi signaler 2 autres papiers qu'on a fait cette semaine. Alors, un sur Songer mars 67, parce qu'il y a eu une commémoration qui s'est faite à Basse-Terre. C'est la fameuse affaire Sunsky. Ceux qui ne savent pas. C'est la fameuse affaire Sunsky qui tenait un magasin de chaussures et qui avait lancé son chien contre le cordonnier qui était juste devant lui. Sachant que Sunsky était quelqu'un... une espèce de barbouze. Il avait des relations très proches avec Jacques Faucard, qui était secrétaire général de l'Élysée, qui était le grand Manitou de la France-Afrique. C'est l'oreille de Faucard. Oui, grand Manitou de la France-Afrique. Et Faucard est né à Gourbert. Tout à fait. On l'oublie. Voilà. Et donc, il y a eu une manifestation de commémoration avec des organisations patriotiques. Et le deuxième papier que je voulais souligner, c'est justement sur la semaine de la presse, parce qu'on a eu l'occasion de faire une petite conférence de débat à l'auditorium avec Christelle Théophile et avec Harold Luce, dont le thème était la presse et l'intelligence artificielle, à laquelle j'ai participé humblement. Bien. Très bien. Harold Luce. Deux petits mots, oui, vas-y. Il a un blog, Oui, il a un Instagram. Alors, 2 petits mots sur la LGF, le football guadeloupéen en difficulté, ou ça va renaître ? On en a parlé il y a 2 semaines, c'est vrai, mais je trouve qu'arriver à 2 millions... Et laisser ça courir comme ça, personne n'a arrêté. Complètement. Mais ce qu'il faut savoir, juste qu'en fait, depuis 2016, quand même, il y a un plan de résorption de la dette. Là, on entend parler de la Ligue maintenant, là, et on se dit c'est une catastrophe. Mais depuis 2016, il y a eu un plan mis en place de résorption qui n'a apparemment pas donné grand-chose. Bon, depuis 2025, effectivement, ça n'a pas de l'aile. Et aujourd'hui, la question, c'est les 2 millions là, qui va payer. Enfin, là, ils ont encore 3 mois. Ils peuvent finir les derniers tournois, etc.
Et après, qu'est-ce qui va se passer? Mais surtout, c'est-à-dire qu'il y a quand même 7000 licenciés qui vont rester sur le carreau si on ne recrée pas. Il y a 5 salariés de la Ligue guadeloupéenne de football qui seront au chômage. Mais moi, je me suis juste étonnée que le président, enfin c'est lui qui a fait la remarque à Makiaba, qui dit en fait ça n'a pas l'air d'émouvoir plus que ça les Guadeloupéens. Et je trouve que c'est là où parce que non, peut-être le précédent président en fait, je sais pas s'il est ému, mais il est plus là pour enfin. En tout cas, je ne sais pas s'il va réagir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, enfin, l'interprétation que je peux en avoir, c'est que les Guadeloupéens adorent le foot, qu'il y a énormément de clubs de foot pour les jeunes, que quand il y a un match de foot national, je veux dire, tout le monde regarde, mais en fait, je ne sais pas s'il y a un attachement vraiment pour, j'allais dire, les rencontres régionales, interrégionales. C'est une question en fait qu'il faudrait. Non, je pense aussi que ils pensent qu'on n'est pas ému par cette affaire parce que les Guadeloupéens sont persuadés qu'on va sauver la Ligue. Que la France va sauver la Ligue, on va donner les moyens. C'est tout. Hein. C'est ça le problème. Au fond, oui, il croit que bon, ça n'est qu'un épisode et puis. Alors, ça va passer. Je vous invite à écouter la semaine prochaine. Je vais recevoir M. Roch. Vous savez qui était M. Roch? Bien sûr, Guy Roch, l'ancien président. Il sera invité du Z. Non, mais enfin, quand même, on a un peu d'archives. Une dure pendant sa campagne. Alors, juste sous la CONCACAF, parce qu'il faut se poser la question aussi on sait que le trou a été largement entretenu par nos ambitions internationales. Alors il faut se poser la question aussi, est-ce que nos îles doivent s'inscrire automatiquement dans ce genre de manifestation? On affronte des grands pays sans structuration du football. Tu veux parler de la CONCACAF? Voilà, de toutes ces tentatives. Voilà, la Gold Cup. Parce que quelque part, juste une remarque, pour le cricket par exemple, on a les West Indies. Oui. Depuis 1932, il existe une sélection de la Caraïbe composée de tous les pays. On n'arrive pas à faire quelque chose qui soit anti-Guyane, par exemple une équipe anti-Guyane, parce que ça n'a pas beaucoup de sens ce qu'on est en train de faire. Ça a failli exister. Parce que le trou est aussi là. À l'époque de Uyghur, mais enfin bon. C'est le pouvoir dans tous les domaines. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci d'être venu. Merci Daniel Zandronis de m'avoir reçu comme co-présentatrice. C'est très bien. Il faut continuer. Bravo. Et remercier quand même Madame Francis d'être venue dire tout ça. Oui, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi on doit la remercier vraiment. Mais attendez, elle est restée dans les studios. On la verra de nouveau. Non, elle est partie. Je crois que tout le monde est intéressé, n'est-ce pas, monsieur Vancal? Non, c'est une question. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve. À très bientôt, à vendredi prochain. Vendredi prochain, c'est vendredi saint. Ah oui. Oui. Ben pourquoi on peut pas alors? Donc on est à la question. Non, on est à la plage. Je vous pose la question. Non, on travaille. On fait le journal du lundi. D'accord. Vendredi, on sera là. Non, je dis ça. Les Bastériens ne seront pas là, c'est pas grave. On va remplacer. Sur la possession. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Merci en tout cas de votre venue. Merci, on s'est entendu aujourd'hui. On a bien parlé. Sinon, on aura un retour des spectateurs, des téléspectateurs. Comme toujours, j'ai beaucoup de retours après, beaucoup. Bon, allez, ciao, bye bye. À vendredi. À lundi pour moi dans le ZCL. Voilà, c'est la dernière partie du ZCL après le BMJ. On va recevoir dans un instant Manick. Bonjour. Bonjour Danick. Elle a changé de coiffure, j'ai failli ne pas la reconnaître. Mais c'est toujours. J'ai retrouvé ma coiffure. Ah d'accord, c'est toujours une voix, une histoire, des images. Dans un instant, juste 2 petits mots quand même sur 2 informations importantes. Le préfet a réuni hier en fin d'après-midi des acteurs pour parler de l'augmentation éventuelle du carburant début avril. On parle même de l'essence du gazoil à près de 2 euros. Avait-il besoin de nous réunir? Oui. Donc, faites beaucoup dans les stations. Voilà, Loïs Lenné était sur place. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril? D'abord, on le sait, ici, nous avons des prêts administrés, mais nous avons aussi une raffinerie qui est basée en Martinique, qui permet de sécuriser les approvisionnements. Donc, le premier élément important que j'ai donné à nos partenaires, c'est que il n'y aura pas ici de pénurie de carburant, comme on peut le constater dans différentes parties du monde, dans les parties où les approvisionnements sont perturbés par cette guerre. Ici, non, il n'y aura pas de pénurie. La présence de la SARA nous garantit un approvisionnement régulier. Deuxième élément, il va y avoir une hausse de carburant, c'est clair, parce qu'elle est généralisée au niveau mondial.
mais par notre mécanisme de contrôle des prix que nous avons ici en Guadeloupe, cette hausse sera plus modérée que dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, on observe du gasoil à plus de 2,20 euros, voire 40 le litre. Ça ne sera absolument pas le cas ici. C'est trop tôt pour le dire parce qu'il y a des discussions, des calculs qui sont faits par la SARA en fonction des cotations, puisque ça change tous les jours. Et donc on attend le dernier jour pour savoir quel va être le coût, l'impact du prix de la matière première. Et puis il y a aussi des discussions au niveau national par les services de l'État avec le gouvernement pour voir quels pourraient être les mécanismes de lissage qui pourraient se mettre en place. Mais ce que je peux vous dire à l'heure où on se parle, c'est qu'il y aura une hausse, certes, mais c'est une hausse qui sera beaucoup plus modérée que dans l'Hexagone et qui, sur le super et sur le gasoil, sera une hausse, sera à des niveaux de hausse qu'on a déjà connus. Pour le super, c'est ce qu'on a connu grosso modo début 2024. Sur le gasoil, ça sera une hausse très probablement qui ressemblera à ce qu'on a connu en 2022 lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine. C'est donc des hausses. Mais c'est des hausses qui ont déjà existé et qui ont permis malgré tout à l'économie guadeloupéenne de continuer à avancer. Nous avons la chance dans ce territoire d'avoir une économie résiliente qui a passé déjà des caps difficiles. Et l'échange que j'ai eu avec l'ensemble des partenaires cet après-midi, c'était aussi pour voir si, toujours aujourd'hui, cette économie avait gardé sa force et sa capacité à traverser cette crise des carburants. Sur le gaz en bouteille, qui n'intéresse pas les entreprises, mais qui intéresse le particulier, la hausse devrait être très légère. Donc j'ai effectivement partagé avec eux les dispositifs d'aide que le gouvernement a déjà prévus, le report des cotisations sociales et fiscales, des prêts de trésorerie qui pourraient être apportés par la BPI, et puis il y a d'autres mécanismes qui sont encore en discussion, et donc l'intérêt aussi de cette réunion, c'était de pouvoir les écouter, et que je puisse faire remonter au niveau national d'éventuelles demandes complémentaires. Il y avait aussi autour de la table les pétroliers, grossistes et distributeurs. Et ça m'intéressait d'abord de les écouter parce que je voulais savoir si les stations essence, si les grossistes étaient en capacité de fournir du carburant à la population et qu'elles anticipent la distribution de carburant. Mais je veux rassurer les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, il n'y aura pas de pénurie et la hausse, certes, des carburants ne sera pas à la hauteur de ce qu'on a dans l'Hexagone. Donc, de grâce, ne vous jetez pas sur les stations essence, ça n'est pas nécessaire. Faites votre plein naturellement, bien évidemment, mais n'allez pas mettre la panique au sein de la population. Ceci dit, nous sommes face à un phénomène qu'il nous faudra anticiper, une hausse, mais une hausse modérée, mais une hausse quand même. Il faudra que ce préfet prenne des cours de communication. Hein. Bon, alors, dernier sujet, rapidement, il était notre invité tout à l'heure. Malheureusement, Manik n'a pas eu le temps de la croiser vraiment, je dis. Madame Gladys Francis était avec des lycéens de Guadeloupe pour une convention pour l'université de Sacramento. Et elle était présente tout à l'heure au reportage de Lucien Libor et Ubis Sami. Journée historique pour nous ici en Guadeloupe où Sacramento State a pu formaliser des partenariats avec plusieurs lycées en Guadeloupe, le lycée de Bainbridge, le lycée Carnot, le lycée des droits de l'homme. Nous avons également fait un partenariat avec des institutions qui sont très importantes pour nous, également en Guadeloupe. Donc ce sont des partenariats qui vont durer 5 ans avec Sacramento State, qui vont permettre à des étudiants de venir s'exporter chez nous, d'étudier chez nous, que ce soit des camps d'été, que ce soit des cours à courte durée ou à longue durée, mais également pour les professeurs, des formations pour les profs, qu'elles soient en présentiel ou en ligne, et des résidences pour les artistes. Nous avons eu des échanges magnifiques au cours de ces 3-4 derniers mois. On a travaillé chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai été choisie en tant qu'ambassadrice. Je vais donc pouvoir représenter l'Université de Sacramento ici en Guadeloupe, faciliter la communication entre les élèves, entre l'université, pour pouvoir permettre à plus d'élèves d'avoir l'accessibilité, d'avoir les informations, savoir comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut aider. Donc c'est le but d'aider, devenir un vrai leader pour le monde et aider le monde à grandir et à évoluer et aider cette nouvelle génération également à évoluer et grandir pour être le meilleur de nous-mêmes. Pour moi, être ambassadeur, ça représente énormément. C'est un rôle qui me tient à cœur parce qu'il permet justement de pouvoir montrer aux autres que même en Guadeloupe, même en étant un élève venu d'un milieu défavorisé, il est possible d'accéder à une éducation supérieure
et justement aller dans de grandes universités comme celle de Sacramento. J'irai directement les voir pour ceux qui sont intéressés ou qui ne savent peut-être pas là où ils veulent aller étudier ou qui ne sont pas nécessairement au courant de l'opportunité incroyable que ça représente. Tout simplement leur en parler, leur transmettre les informations qui leur sont nécessaires afin de les diriger au mieux vers ce chemin. On a une autre manière d'enseigner déjà dans le contexte américain. Les étudiants là-bas, ils touchent à tout. Donc on a des étudiants qui ne sont pas forcément dans un conflit parce qu'ils veulent être médecins, mais aussi artistes. Et donc on essaie vraiment de prendre l'étudiant d'une manière complète. Comprendre qu'un étudiant, c'est un étudiant qui doit avoir aussi, qui a des failles, un étudiant qui ne sait pas forcément comment se vendre, comment parler ou comment même comprendre ce qu'il étudie et comment en fait orienter ce qu'il fait à l'école dans un champ professionnel. On ne leur apprend pas ça. Et donc dans ce programme, ce que nous allons faire, c'est pouvoir en fait épauler les étudiants. Ils vont avoir un mentorat même avec moi, un mentorat avec des professionnels, un mentorat avec d'autres étudiants leaders. On va être avec eux au quotidien. Voilà, on a fait vraiment le point sur cette visite et donc sur l'information, on a retenu donc le pétrole, l'essence vont sûrement augmenter. Il dit une hausse modérée, on verra un peu. En France, c'est déjà à 2 €. Alors, est-ce qu'on va arriver à 99 €? C'est la question. Bien, on passe à autre chose, puisque Manick est là, connaît qu'une voix, une histoire, des images. Générique, c'est parti. J'ai fermé les yeux et j'ai enfoui ma tête dans l'eau. Mes cheveux flottaient à la surface, me remerciant de les avoir libérés. Ils se laissaient porter et leur repos était bien mérité. Quant à mes oreilles, curieuses, elles essayaient de percevoir les grondements des vagues de la plage de Courcelles à l'île de Marie-Galante. Mes pieds, qui ne recevaient que très peu d'affection, se laissaient séduire par les baisers des petits poissons, aussi blancs qu'invisibles au-dessus du sable. Le courant frais venait rafraîchir mon corps de temps en temps. Et dans mes pensées, je laissais des images défiler. J'imaginais qu'un vol de malfini rasait l'eau. Leur pêche semblait bonne. Il était bientôt 17h30. Bonjour Manick, et par quoi on va commencer? Alors, on va commencer par partir au téléphone, parce que ce samedi 28, nous aurons une lecture théâtralisée avec la médiathèque du Moule, avec une autrice, Cynthia Gokoul, qui a obtenu le prix Fedcamp de Marie Scondé en 2024, si mes souvenirs sont bons. Et justement, elle nous fera l'honneur d'une lecture théâtralisée, dite théâtralisée. Et elle va nous expliquer, donc on a pu la joindre au téléphone, elle est en Guadeloupe en ce moment. Et ce que je trouve extraordinaire, là je vais faire un aparté, c'est-à-dire qu'elle est en stage parce qu'elle vit à Paris et elle voulait absolument faire son stage en Guadeloupe puisqu'elle est guadeloupéenne. Et c'était important. Donc à tous nos jeunes qui nous écoutent et qui sont en France hexagonale, si vous avez l'opportunité de venir faire vos stages en Guadeloupe, n'hésitez pas. Bah oui, enfin, c'est une opportunité. Oui, tout à fait. Donc est-ce qu'elle est en ligne avec nous ? Elle est là au téléphone? Oui, on l'a. Oui, bonsoir. Bonjour, pardon. Non, il est passé midi, ça va, c'est bonsoir. C'est bon, je peux dire le bonsoir? Tu peux, Cynthia, il n'y a pas de souci. Comment vas-tu? Je vais bien, et vous? Très bien, merci. Alors, merci de répondre à cet appel et de nous expliquer un petit peu. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une lecture théâtralisée? Alors, une lecture théâtralisée, c'est très simple. En fait, je ferai... alors, déjà, pour commencer, c'est une lecture qui sera adaptée aux enfants à partir de 5 ans. Donc, justement, j'ai adapté en façon théâtre pour pouvoir pour pouvoir illustrer plus facilement le livre. Donc, en fait, c'est un livre qui est écrit pour les ados, jeunes âges, enfin, ados, adultes, que j'ai voulu adapter aux enfants. Donc du coup, c'est une lecture de plusieurs textes que j'ai écrits, de mes nouvelles, dans lesquelles que j'ai sélectionné spécialement pour les petits. Et derrière moi, pendant ma lecture, il y aura des comédiennes qui vont mimer, qui vont jouer les textes lus. D'accord. Tout simplement. Une lecture théâtralisée.
Donc c'est-à-dire que on est pratiquement dans... Alors c'est presque un film animé où justement donc il y aura la voix, et c'est ce qui est intéressant avec le travail de Cynthia, puisque Cynthia est aussi la narratrice de son ouvrage. Donc un travail de voix avec des danseuses, c'est bien ça? Oui, il y aura des danseuses, parce qu'en fait j'ai voulu mettre en avant toutes les danses, toutes les traditions guadeloupéennes. Donc on aura de la biguine, il y aura un petit peu de rocaille, il y aura vraiment des personnages typiques que j'ai voulu mettre en avant avec nos danses et notre culture, tout simplement. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce type de lecture plutôt qu'une lecture classique? Parce que généralement, il faut le savoir, Cynthia nous accompagne sur le Salon international du livre d'Abidjan, où là, on est sur de la lecture en live. Et pourquoi avoir plutôt choisi donc cette lecture théâtralisée plutôt qu'une lecture classique? Parce que c'est plus parlant. J'aime beaucoup le ludique. J'ai remarqué... Alors, je travaille depuis plusieurs années avec des enfants. Et ils aiment l'interaction. Ils aiment quand on leur parle, j'aime partager avec eux et ils le rendent. Et c'est une façon aussi de voir, de comprendre s'ils vont aimer le texte, de les faire entrer aussi d'entrer dans le jeu avec moi et de partager. Alors c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'au-delà du livre et de cette lecture théâtralisée, il existe aussi un spectacle autour de cet ouvrage. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Exactement. Alors le spectacle s'intitule Les souvenirs de Naya, parce que pour remettre dans le contexte, le livre s'appelle J'étais assistant au petit banc. Le premier personnage qui apparaît dans le livre s'appelle Naya, donc une jeune fille qui revient aux sources, qui plonge la tête dans l'eau et qui fait ressurgir tous ses souvenirs d'enfance. Elle s'assoit sur un banc et elle raconte un peu tous ses souvenirs d'enfance. Donc les souvenirs de Naya. Donc Naya, c'est cette petite fille assise sur son banc qui raconte ses souvenirs d'enfance aux enfants. Donc il y a des choses qui parlent aux parents, il y a des passages qui parlent aux enfants, il y a des enfants qui découvrent. Et justement, on a fait en sorte de mettre le livre en spectacle, donc avec Angel Event, la production Angel Event, qui passe justement dans les écoles, les centres de loisirs. On fait des spectacles à la demande, mais on a aussi des spectacles fixes. Et comme j'ai pas pu faire venir toutes mes comédiennes, et que ça me tenait quand même à cœur de faire vivre le livre et faire vivre Naya, on a créé le spectacle, la lecture théâtralisée avec des comédiennes qui viendront quand même porter des costumes et qui viendront présenter les personnages qui font partie du livre. D'accord. Danick, une question? Non, mais je voulais savoir un peu du point de vue de sa créativité, parce que tu m'as dit qu'elle est guadeloupéenne. Est-ce qu'il y a un petit peu de créole dans son travail? Alors, est-ce qu'il y a... Alors, le texte n'est pas écrit en créole. Il y a des mots créoles qui sont retraduits dans le texte. Oui. Pendant le spectacle, il y a pendant le spectacle, en fait, mes personnages sont des personnages typiques des Antilles. On a des arbres, on a des personnages qui représentent des arbres, donc le flamboyant. On a des personnages qui représentent nos expressions, comme Diab Kamali, Fia et Daya l'église. On a des personnages qui représentent une jeune indo-guadeloupéenne qui va nous raconter son enfance quand elle était dans la cour de l'école en tant qu'indienne et guadeloupéenne, comme elle l'a vécu. Donc on touche un peu à plusieurs pans de la culture guadeloupéenne, caribéenne, on va dire. Non, mais c'est bien parce que souvent il y a des Guadeloupéens ou des Guadeloupéennes qui sont expatriés et puis qui perdent un petit peu le sens de la Guadeloupe. Mais je vois que Cynthia, elle l'a gardé. Cynthia l'a gardé, oui. C'est-à-dire que la créolité n'est pas dans les mots, mais vraiment dans le vivre. Dans le vivre. Ses souvenirs d'enfance à l'école, et puis cette fameuse expression, j'étais assise sur un petit banc, donc elle est assise devant la boutique de sa grand-mère, et puis elle regarde ce qui se passe dans la rue pendant la Toussaint, etc. Donc elle nous fait voyager à travers cet ouvrage tout ce qui rythme notre Guadeloupe pendant l'année. D'accord. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, effectivement. Et ça me tenait à cœur justement de faire ce spectacle parce que justement en métropole on n'a pas en hexagone
un hexagone. Pardon. On a remarqué justement avec ma productrice qu'on n'avait pas de spectacle qui nous représentait. Et après avoir fait plusieurs salons, on a eu plusieurs parents qui nous disaient on cherche d'autres outils pour pouvoir apprendre notre culture aux enfants. Oui. Et mis à part les livres, parce qu'on a maintenant beaucoup d'auteurs qui font passer la culture dans leurs livres, qui en parlent et c'est très bien, bravo à eux. Mais on a plusieurs parents justement qui nous disaient mais c'est bien le spectacle parce qu'on n'en voyait pas. D'accord. De toute façon, Cynthia, une fois que vous viendrez en Guadeloupe, vous serez bien accueillis dans notre émission, avec plaisir. Que ce soit un vendredi ou autre jour, mais on vous attend déjà. Hein. Ah, merci beaucoup. J'ai déjà eu un très bel accueil ici par téléphone, donc j'imagine que sur place, ça doit être extraordinaire. Ah non, mais ça, sur notre plateau, ça va être encore mieux. Donc, on attend ce moment. De toute manière, je sais que Malik nous tiendra informés. Oui, bien sûr. Oui, donc, je la ferai repasser avant qu'elle ne quitte le département. Voilà. En tout cas, merci Cynthia. Et à bientôt. À bientôt, Cynthia. Merci beaucoup. Au revoir. Deuxième partie. Oui, alors toujours à la médiathèque du Moulin. Alors c'est vrai que ville du Moule, ville d'art et d'histoire, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce samedi, c'est Une voix, une histoire qui va co-animer une rencontre autour de la romance. Romance et regard critique, c'est ça? Oui, romance et regard critique, puisque voilà, on a aujourd'hui plusieurs courants dans la romance, notamment un qui défraie la chronique. C'est la dark romance. Oui. On a actuellement même des ouvrages qui sont retirés à la vente. Ah bon, retirés à la vente? Oui. Pourquoi? Parce que un dernier ouvrage de dark romance, en tout cas, prônait la pédophilie. Oui, la pédopornographie. Oui, c'était assez violent. Donc, ce sont des lecteurs qui ont alerté. Et effectivement, ce livre a été retiré à la vente. Mais l'objectif, c'est vraiment, justement, sur cette romance et ces différents courants de romance, pas d'interdire, parce que plus on interdit, plus les gens vont chercher. Ah ben oui, voilà. J'en sais quelque chose, oui. C'est ça. Mais c'est vraiment d'alerter et de comprendre, en fait, ce qu'on a entre les mains et jusqu'où on peut aller, surtout lorsque on n'est pas regardant et qu'on s'autorise à acheter ce type d'ouvrage pour une jeunesse qui n'est pas armée, en tout cas, pour lire ce type de livre. Censure, hein. Enfin, moi, je dis, pour la censure, c'est jamais nécessaire. C'était quand même de l'apologie au viol chez les mineurs, le dernier ouvrage. Ah oui. Le dernier ouvrage, à ce niveau-là? C'était violent. C'était pour avoir pu lire quelques extraits avant qu'il ne soit retiré. Oui. Même moi, j'en ai été malade. Ça laisse des images dans la tête qui ne sont pas du tout agréables. Et une voix, une histoire, comme tu dis, n'est pas là pour dire ce qu'il faut lire ou ne pas lire. Non, on est là encore une fois pour sensibiliser, faire comprendre ce qu'il y a, sachant que, quand j'avais été au collège de Grand Camp, des élèves m'avaient demandé si en audiobook je mettrais de la dark romance. Non. Non, quand même c'est pas. Un choix éditorial. En plus que Spotify n'a pas d'interdit, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour les jeunes, donc on peut pas... Non, là, il y a des limites, et c'est-à-dire que je ne peux pas, en tout cas, rentrer dans un schéma où on est dans l'apologie de la violence faite aux femmes ou faite aux enfants, etc. C'est juste pas possible. Ah non, ça, on peut pas accepter ça. Donc, voilà. Mais on est vraiment là pour sensibiliser, pas pour interdire. Alors, globalement, au Moule ce week-end? Alors, au Moule ce week-end, oui, tout à fait. Alors, 2 manifestations, donc romance et la lecture théâtralisée, sans oublier quand même un événement particulier. On a parlé de cet ouvrage-là. J'ai vu Kindy qui est passé. Oui. Comptabule. Oui, Comptabule, oui. Comptabule, oui, il faut en parler. Oui, il va falloir en parler sérieusement maintenant. Demain, il y a une manifestation, je le dis, à Descrilands, le cosplay. Mais tout de suite après, on passe le Comptabule. C'est ça. Donc, on demande aux jeunes Guadeloupéens de s'inscrire. Alors, il y a un non-jeune qui m'a appelé, qui m'a dit, est-ce que c'est réservé qu'aux jeunes? Alors, qu'est-ce que c'est un non-jeune? Quelqu'un qui a plus de 30 ans. Ouh là là, ça veut dire que je suis vieille. Attends, je réfléchis. Alors, est-ce qu'on accepte les gens qui... Alors, en tout cas, pas de professionnels. Pas de professionnel. Voilà, c'est ça qui n'a pas encore publié. Exactement, tout à fait. Pas de professionnel. Ouais. Mais oui, je pense que ça peut. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Et puis après, on verra
parce que c'est souvent, là, c'est notre première édition, voir si on ne crée pas quelque chose à l'intérieur pour différencier par rapport à un plus jeune public de 8-9 ans, etc. Voilà. Mais l'objectif quand même, c'est que tout un chacun puisse s'amuser à travers l'exercice d'écriture et proposer. Alors, ensuite, on m'a posé aussi la question, un conte en français ou en créole? Hybride. Moi, je dis les deux. Les deux, oui, hybride. C'est ça qui est intéressant. Le premier, je me souviens quand j'étais lycéen, la première fois, j'avais Contes et légendes des Antilles. C'est un petit livre, il n'y avait que des contes, mais en français. Ouais. D'accord, oui, c'est vrai. Bien, bon. Pas d'autres manifestations ce week-end? Alors il y a la fête du crabe là aussi qui va c'est déjà ce week-end? C'est ce week-end avec une grande manifestation avec le réseau des médiathèques du Nord-Grande-Terre. Pas Nord-Grande-Terre. Si, Nord-Grande-Terre, Moule, c'est ça, oui, voilà. Et qui seront donc à l'habitation Néron. Donc il y aura des dictées créoles. Les éditions d'Aigmarron vont organiser une rencontre autour des contes et jeux traditionnels. Donc oui, la fête du crabe, ça commence, la Pâques arrive là. Ah oui, c'est vrai. Il faut se mettre déjà dans l'ambiance. Oui, bien sûr, et du manger crabe. Oui, exactement. Bien. Et pareil, vous les crabes à moule. Bon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Tu as tout dit? Oui, j'ai tout dit, oui, ça va. Bon. Alors, non, j'ai pas tout dit. Qu'est-ce qui manque? J'ai oublié quelque chose. Vas-y. Je souhaiterais remercier CAPES. Qui nous accompagne sur notre voyage en Côte d'Ivoire pour le Salon international du livre d'Abidjan. Ça, c'est important. C'est du 28 avril au 2 mai. D'accord. Et CAPES, autre la région qui est notre partenaire principal. Officiel. Oui. CAPES aussi est entré dans la danse. Tu vois. Et donc, une entreprise guadeloupéenne pour accompagner notre entreprise guadeloupéenne. C'est super. J'adore. Bon. Alors, on m'a dit de dire deux petits mots sur un spécial, une édition spéciale Maryse Condé. Une femme forte, c'est France Antilles qui va sortir ça. Et c'est notre amie, c'est une femme plaisante. C'est un bouquin, c'est une édition qui sortira la semaine prochaine, le 1er avril, c'est pas un poisson, au prix public de 2,80 €. Maryse Condé, une femme forte, une femme puissante, spéciale France Antilles. Voilà, on nous a tout dit, qu'on vous a rappelé qu'on a reçu ce matin, comme d'habitude, tous nos amis journalistes France Antilles, Nathalie Dinan, qui a co-présenté avec moi, Jean-Claude Rode du Progrès Social, Nouvelle Semaine, Jacques Dancal, aussi on a reçu Eddy Planté, aussi Olivier Lancien et Marie-France Gougeot. Ensemble, on a fait un petit tour sur l'actualité de la Guadeloupe. On a revu un petit peu sur les élections municipales et la puissance aujourd'hui du GIECR et les questions qui se posent par rapport à un certain nombre d'élus RN qui se trouvent sur deux listes, une liste à Goyave et une liste à Capesterre. Et puis, nous avons reçu Madame Gladys Francis tout à l'heure. Elle est venue en Guadeloupe, elle est la doyenne de Sacramento pour un travail important de liaisonnage qui se fait entre son université et des jeunes lycéens guadeloupéens. Voilà. On a pratiquement tout dit. L'essence, ça va augmenter probablement. Le préfet l'a expliqué pendant près de 3 minutes pour nous dire que finalement, c'est une hausse modérée, mais on attend le 1er avril et le poisson. Et puis, voilà, on a tout fini. Oui. On se retrouve lundi dans le ZCL, comme d'habitude. Ciao, bye bye, bon week-end. Si vous pas prendre la route. Pas prendre la goutte. Pas prendre la route. Oui, c'est tous les vendredis, nous dit ça. Et c'est important pour pas n'y accident si maintenant.